je donnerai la parole à Anne-Laure qui va nous expliquer quelle est la situation de Philippe Tribaudot qui est menacé d'expulsion. Deuxièmement, vous savez qu'il y a une coupe de bois qui doit se faire incessamment sous peu. Et que, troisièmement, il y a une antenne relais qui va aussi se mettre en route. Donc, en fait, si jamais tout ça se fait, il est expulsé d'office. Bonjour monsieur, on se retrouve ici à Digne-les-Bains devant la préfecture. Qui êtes-vous et que faites-vous aujourd'hui par rapport au combat de Philippe qui vit encore dans une des dernières, on va dire, un dernier lieu de vie un peu écarté des ondes? Alors je m'appelle Antoine Richard, je connais Philippe depuis 1 an et demi, 2 ans. Je connais d'autres personnes électro-hypersensibles, c'est-à-dire des gens qui sont intolérants aux ondes électromagnétiques pulsées, qui sont de plus en plus nombreuses dans notre vie quotidienne, le Wi-Fi, le téléphone portable, tous ces objets connectés sans fil, qui produisent donc des ondes qui affectent le corps humain. Je suis membre de l'association Zone Blanche, qui est présidée par Michel Roudazi, et qui est un peu à l'origine de cette rencontre ici, en appui à Philippe Tribaudot, qui lui, d'autres vous en ont parlé probablement, vit depuis 7 années dans une forêt dans la commune d'Entrepierre, dans 2 caravanes. Non seulement il se bat pour lui, mais il se bat pour la communauté des électro-hypersensibles, ce qui n'est pas toujours le cas de gens qui souffrent, qui ont besoin d'abord de survivre. Je dirais simplement que je ne connaissais rien à cette affaire-là, que je doutais un petit peu, comme bien d'autres. Je doutais de la réalité de cette souffrance en me disant mais c'est dans la tête, c'est pas possible, on voit pas la cause de l'impact des ondes électromagnétiques sur le corps, sur le vivant d'une façon générale, qu'il faut protéger ces personnes et qu'il faut protéger la société d'un excès de technologies dites modernes, etc. Et ça me rappelle des combats sur l'amiante il y a 50 ans. 60 ans. On dit mais non, ça fait de mal à personne. Et aujourd'hui, on dépense des millions et des millions et des millions pour supprimer l'amiante dans l'usage des constructions. Les intérêts économiques et financiers sont tels, et les connexions avec le pouvoir politique est telle qu'aujourd'hui, on veut faire taire. C'est vrai que c'est une guerre dans l'ombre. Bonjour messieurs, dames, on se retrouve ici devant la préfecture de Digne aujourd'hui en soutien à Philippe qui est un hyper électrosensible. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui? Moi, je trouve tout à fait normal d'être là parce que Philippe a une vie qui est très difficile. Il ne trouve pas de lieu où vivre, donc je trouve humainement indispensable qu'on le soutienne. Je ne vois pas pourquoi lui, il n'aurait pas une vie normale parce qu'il a cette difficulté. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'était cette personne qui vivait là. Et en le rencontrant, Philippe nous a expliqué sa situation et il n'est pas là par plaisir. Je crois que c'est vraiment ce que les gens doivent comprendre. Il est là parce qu'il est obligé d'être là. Et pour y être allé en plein hiver, à me geler avec la doudoune et X polaire sur le dos, il n'y a aucun plaisir à rester là. Donc je crois qu'il faut que les gens comprennent ça, que ce n'est pas un rigolo, un original. C'est quelqu'un qui souffre et c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le soutienne. Et que l'État lui trouve une solution, parce que je crois que c'est ça. Nous, on n'a pas la capacité de lui trouver une solution, malgré notre volonté. Donc c'est à l'État de trouver une solution pour lui et pour toutes les autres personnes qui souffrent de la même chose. Lui, il a la malchance d'être hypersensible, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne sera pas impactés par toutes ces ondes qui nous traversent en permanence. Ce qui nous saoule, c'est cette course à la 4G, 5G, pourquoi pas 6, 7, toujours plus. Ça ne sert à rien pour gagner quelques microsecondes sur un téléphone. Je trouve ça d'une nullité crasse. Je suis là parce que je viens soutenir Philippe Tribaudot. Je l'ai rencontré il y a 3 ans.
À partir du moment où ils ont commencé à vouloir installer une antenne sur Entrepierre, Vilosque exactement. Et j'ai pris connaissance de son handicap, de ses difficultés. Et je me suis dit qu'il fallait l'aider, que c'était pas possible de le laisser dans cette situation-là. On essaye d'envoyer des courriers, de taper à toutes les portes, on essaie de se faire entendre, de se rendre visible. Et c'est très très compliqué, c'est très difficile. Eh ben, on essaye de le soutenir parce que vraiment on trouve inadmissible et scandaleux que Philippe et sa famille soient obligés de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête alors que tout le monde devrait se mettre d'accord et dire qu'on enlève les ondes qui risquent de l'atteindre et que l'ONF ne fasse surtout pas de coupe qui risque aussi de saccager sa vie. C'est franchement pas grand-chose pour que la vie de Philippe puisse respirer. Il y a Philippe, mais il n'y a pas que lui, donc son combat il est aussi global. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour éviter qu'il ne soit global que justement on ne lui répond pas. Vous savez pourquoi on est là ? Je donnerai la parole à Anne-Laure qui va nous expliquer quelle est la situation de Philippe Triboudot qui est menacé d'expulsion. Deuxièmement, vous savez qu'il y a une coupe de bois qui doit se faire incessamment sous peu. Et que, troisièmement, il y a une antenne relais qui va aussi se mettre en route. Donc, en fait, si jamais tout ça se fait, il est expulsé d'office. D'où notre rencontre avec monsieur le préfet. Si jamais l'acte d'expulsion est pris, eh bien, monsieur Triboudot ne sait pas où aller. Donc, on est un peu à non-assistance à personne en danger. Et moi, je voudrais remercier le préfet parce qu'il a été très attentif à la souffrance de monsieur Triboudot et il veut trouver une solution. Donc, pour vous résumer, après discussion, Anne-Laure était là pour lui expliquer quelle était vraiment sa situation. Parce qu'il ne découvrait pas l'électro-hypersensibilité, mais il ne voyait pas toutes les conséquences possibles. Et qu'en même temps, il ne peut pas, lui, en tant que préfet, expulser une personne, surtout que là, on est dans le cadre de la loi DALO, sans alternative. Conclusion, c'est il faut trouver un lieu dans le département qui soit non soumis aux ondes électromagnétiques. Donc il faut trouver un lieu en zone blanche où il pourra mettre un mobil-home et pouvoir vivre, pouvoir voir son enfant et sa femme et qu'il puisse vivre décemment. Vraiment, il y a eu une ouverture et une proposition de travailler ensemble pour trouver une solution à Philippe. Michel Rivasi a bien résumé la situation. Voilà, il vient de dire que c'est une urgence vitale et que j'espère que si au bout des 3 mois on n'a pas trouvé de solution, du coup tout sera encore suspendu le temps qu'on trouve une solution. Voilà, on appelle à l'humanité de monsieur le préfet. Voilà. Alors dans cette humanité de monsieur le préfet, comme c'est indiqué, il est quand même conscient qu'il faut qu'on travaille avec les opérateurs. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il faut sanctuariser les zones. C'est-à-dire que si on choisit ce terrain, qu'il soit public ou privé, qu'on installe un mobil-home, il faut être sûr que Free ou que ce soit Bouygues ou Orange n'installe pas une antenne relais. Donc il va le faire aussi en concertation avec les opérateurs. Donc vous voyez, écoutez, le sentiment, je vous dirai ça après en septembre, parce qu'on s'est donné rendez-vous en septembre, mais il a pris en considération le problème pour se dire je ne peux pas laisser cette situation en l'état. Et l'histoire de la coupe et l'histoire de l'antenne, pour l'instant c'est stoppé. C'est-à-dire que tant qu'on ne se retrouve pas en septembre, pour voir un petit peu les terrains qui ont été identifiés, les zones qui ont été identifiées, il n'y a pas de menace de coupe ni d'antenne. Globalement, Michel Rivasi, vous êtes notre député,
par rapport à tout ce qui se passe au niveau des zones blanches et au niveau des personnes hyper ou sensibles aux ondes. Où elle en est globalement cette avancée par rapport à votre combat, en dehors de Philippe, un peu plus globalement sur globalement, l'état d'abord, général. moi en tant que députée européenne, on a essayé de créer une association européenne sur l'électrohypersensibilité, parce que ça touche pas que la France, ça touche plein d'États, ça touche... Alors il y en a qui sont un peu plus avancés, comme la Suède, bon l'Angleterre, je mets entre guillemets, parce qu'ils ne font plus partie de l'Europe, mais vous avez en Autriche, en Espagne, il y a cette problématique. Donc déjà, on s'est réunis au niveau de plusieurs associations. Après, il y a des législations européennes où on essaie de mettre des amendements pour parler de l'électrohypersensibilité. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe. Donc déjà en parler et déjà être sur la réduction au maximum des ondes. Parce que vous voyez que si on n'impose pas aux opérateurs de limiter l'exposition aux ondes, eux ils multiplient. Puisque là maintenant, c'est plus seulement la 4G, c'est la 5G et l'Europe finance la 6G. Alors on ne sait toujours pas trop comment ça va se passer, mais après on aura des ondes par satellite. Donc il faut qu'on soit hyper vigilant pour réduire au maximum les ondes, parce que là on va être tous touchés. Parce que là il n'y aura plus du tout de zone blanche. Et est-ce qu'au Parlement vous sentez qu'il y a une écoute par rapport à l'information de ces ondes? Alors, je dirais que les gens qui deviennent électro-hypersensibles, comme ils sont directement impactés, ils sont très sensibles. Mais on se heurte à un obstacle. Et l'obstacle majeur, c'est que pour les gens, les ondes, c'est un progrès scientifique. Et comme c'est un progrès scientifique, le fait de critiquer la surexposition, pour eux, vous voyez, ça ne va pas dans l'idée qu'ils se font de la high-tech. Et donc, il faut qu'on réoriente les choses en disant, la 5G, pourquoi faire? Vous voyez, il faut qu'on redemande le sens de ces surexpositions au niveau des ondes. Et ça, c'est pas acquis. Parce que, pour beaucoup même, je parle beaucoup de jeunes, ils sont là avec leur smartphone, etc. Et eux, il faut que ça aille de plus en plus vite. Or, nous, qui avons un peu de sagesse d'âge, on sait que non, il faut peut-être aller plus lentement. Un peu ralentir. Plutôt ralentir par rapport au bien-être que toujours être vraiment dans le fait d'aller de plus en plus vite. Notre souci, c'est que autant il y a des électro-hypersensibles qui s'installent, mais au bout de certains mois, de certaines années, ça devient pollué. Parce qu'il y a une prolifération d'antennes. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à sanctuariser des lieux où ces gens-là, qui sont au stade 2 ou 3, arrivent par des traitements divers et variés, vous voyez, à diminuer leur sensibilité aux ondes. Parce que là, on parle de refuges, comme pour la biodiversité finalement. Donc ça voudrait dire que l'humain va être parqué dans des refuges ou des sanctuaires. Avec la 5G qui arrive et peut-être la suite, le 6, le 7, le 8, on va peut-être être de plus en plus sensible à ces ondes. En ville, même à la campagne. On parle de refuge, mais on est des êtres humains. Comment vous voyez l'avenir par rapport à ces ondes, vous? Alors, je dirais qu'il y a des ondes imposées et des ondes qu'on provoque. Dans le cas des ondes imposées, il faut se bagarrer pour qu'il y ait une diminution de l'exposition. Ça, c'est un boulot politique, vous voyez, législatif, d'avoir les niveaux les plus bas possibles. Mais le comportement des gens aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis un peu sensible aux ondes », mais ils utilisent tout le temps le portable. Ils utilisent le DEC, ils ont le Wi-Fi chez eux, ils ont énormément de produits connectés. Vous ne pouvez pas d'un côté être critique sur un environnement pollué et pas faire chez soi un environnement sain. Donc ça passe par l'information, ça passe par la connaissance. Et je crois que vous, journalistes, ou vous, les médias, il faut absolument informer les gens que plus ils vont soumettre des enfants avec le Bluetooth, plus ils veulent avoir une ville connectée, plus leur appartement ou à X kilomètres, ils vont pouvoir appuyer sur le bouton pour faire descendre les volets ou je sais pas quoi, et bien plus ils contribuent à la pollution électromagnétique. Bien sûr. Donc il y a une co-responsabilité aussi
voyez, de vivre dans un environnement sain. Oui, c'est comme la phrase de Coluche, t'en veux pas, t'achètes pas. Exactement. Donc il y a notre part de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a une partie imposée. Ça, c'est le rôle des politiques, même des maires. Le maire, il peut très bien dire, ah ben non, cette antenne, je ne veux pas qu'elle soit placée là, etc. Il y a des combats qui se font. Mais il y a aussi un problème de comportement de soi-même. Mais au final, ça fait quasiment 10 ans que vous menez ce combat globalement depuis 2014. Depuis Ouais. 2014, des choses ont évolué, voire se sont même empirées avec justement l'arrivée de la 3G, la 4G, la 5G, ça risque de continuer. Je reviens un peu sur cette question d'avenir. Vous, en tant qu'eurodéputé, maintenant, quelles sont vos marges de manœuvre, quoi, concrètement, pour faire bouger les choses? Ben écoutez, je pense que la marge de manœuvre, elle est quel est le modèle de société qu'on veut. Parce que regardez, quand on est dans une société hyper libérale, on vous dit l'avenir, elle passe par la numérisation, la digitalisation. Aussi bien au niveau de l'agriculture que de la santé, que plein d'autres choses. Et chaque fois, nous, on ramène en disant, mais vous croyez que la santé, qui est de s'opérer ou d'opérer quelqu'un à 5000 km, ça va toucher combien de personnes? Hein? Quelques personnes dans le monde. Et en plus, ça va porter atteinte à la propriété, je dirais, des données personnelles. Donc ça, nous, on n'en veut pas. Quand on parle d'agriculture intensive, maintenant l'avenir, ça va être d'immenses tracteurs où il n'y aura même plus un conducteur. Il y aura un logiciel qui connaîtra voyez, les limites de votre terrain et qui va labourer, et qui va moissonner, etc. Est-ce que c'est ça l'avenir? Franchement, moi, je n'y crois pas à ce modèle-là. Parce que si vous cherchez quel est le sens de la vie, quel est le bonheur que vous voulez construire, quel est le bien-être dans lequel vous voulez être, c'est pas ce type de modèle. Sauf que derrière la digitalisation, la numérisation, vous avez la finance, vous avez tous les opérateurs. Et ça, eh ben, là, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, vous savez, il n'y a pas qu'une voie, on est tous responsables un peu de quelle voie on veut, vous voyez, pousser. Et moi, je suis une députée actrice, c'est-à-dire j'essaie de faire bouger les choses dans un autre sens. Mais le sens de l'Europe à l'heure actuelle, il est plutôt business. Il a contre-sens. Hein, mais même, regardez de la France, même, regardez les maires. Les maires, à un moment, ils voulaient tous des écoles connectées. Vous voyez, que ce soit en maternelle, tout ça. Les écrans pour tous les gamins. Toutes les études montrent maintenant que les écrans ont une répercussion sur la concentration de l'enfant, sur l'attention, même sur la vision et le sommeil. Donc, ne mettez surtout pas d'écran à votre petit, et les chercheurs ils disent 12-14 ans. Donc, vous voyez que la recherche aussi va avec le développement de la technologie. Mais le problème, c'est que c'est d'abord la technologie et après on fait les études sanitaires. Et souvent après, c'est trop tard. La nouvelle est tombée, donc grâce à Michel Rivasi, on peut dire par rapport à, Bien sûr. à sa venue. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Je sais que tu as une vie qui est pas simple, puisque tu vis pas sur le campement de ton mari avec votre enfant, Lola. Aujourd'hui, quel est ton sentiment? Oui, effectivement, j'ai une vie entre deux, hein, entre le campement et un appartement, pour avoir un petit peu de confort dans cette vie. Aujourd'hui, je suis contente que le préfet nous ait écoutés autant de temps et qu'on ait obtenu 3 mois de sursis pour trouver un lieu. Voilà. Donc quand je dis nous, c'est moi avec l'association Zone Blanche ainsi que les services de la préfecture et l'ONF. Voilà. Donc ça c'est une grande ouverture. On n'avait jamais eu une telle ouverture depuis 2 ans de lutte. Combien d'années vous vivez comme ça avec Philippe? Ça fait 8 années maintenant. 8 années que tu vis comment? Est-ce que tu peux nous expliquer Je vis entre deux, voilà, entre un appartement et ce campement de fortune. D'accord. Et donc on sait que Philippe... Avec notre fille de 7 ans. Voilà. D'accord. Et ta fille de 7 ans, comment elle vit cette... Elle a toujours vécu situation dans ce contexte. Voilà. Elle voit que son papa, il ne peut pas sortir beaucoup dans le monde. Donc c'est moi qui m'occupe de notre fille à l'extérieur, hein, de la vallée. Voilà. Parce que toi, tu n'es pas sensible. Non. Moi, je suis valide et tous les électrosensibles ont besoin de leur famille et leurs amis pour survivre quand ils sont à ce niveau d'électro-hypersensibilité sévère et probablement irréversible. Comme le pense aujourd'hui le professeur Bellepomme, il y a des niveaux qui sont très sévères et du coup, on est dans l'urgence vitale.
Tout a commencé avec ma mère qui est tombée électro-hypersensible. Et après, j'ai rencontré mon compagnon dans le contexte d'une manifestation, du militantisme. Voilà. Militantisme. Donc c'est un combat commun. Voilà. Bravo à vous. Nous, on va vous suivre avec Citizen Light. Merci. Et merci à vous. Merci pour ce combat parce que je pense qu'effectivement, on est tous concernés. Pour l'instant, on n'est pas forcément tous des sensibles et des hypersensibles, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Tout à fait. Et comme les pesticides, c'est un agent physique qui est... là, pour le coup, c'est un agent physique qui est invisible, inodore. C'est aussi ça qui est très vicieux. Et pourtant, c'est aussi, selon des études, au-delà de l'électro-hypersensibilité, c'est cancérogène. Voilà. Oui, on peut parler de guerre invisible en fait. Tout à fait. Merci Laure, à tout bientôt.